À deux voix pour essayer de traiter cette question qu'Armand nous a proposée sur le financement de la recherche, ce qui veut dire financement des études et des recherches, mais aussi des chercheurs. Ce sera bien deux choses qu'on va essayer de vous présenter. Et avant de commencer, je tiens à remercier Armand pour l'invitation, et pas que pour l'invitation, mais aussi pour avoir repris cette mission de l'espace éthique qu'on coordonnait avec Hélène jusqu'à il n'y a pas longtemps, et du coup je vois que le relais est bien passé, et du coup merci beaucoup, et merci à toute l'équipe de l'espace éthique pour l'organisation pratique de la journée. On y pense toujours quand on fait ce genre de manifestation, c'est important. Ah ouais, ce serait bien que je vois... Alors, du coup, on va faire une présentation un peu en 4 temps. Je vais essayer de vous présenter un peu plus en détail notre équipe de recherche, qui on est et le type de recherche qu'on fait. Ensuite, on va essayer de vous présenter donc, comment est-ce qu'on finance nos recherches. Et puis, avec nos différentes sources de financement. Et puis, un focus sur un programme de recherche en particulier qui porte sur les demandes d'euthanasie et de suicide assisté, ou plus largement sur les demandes de mort anticipée, qui comporte différentes études, pour vous donner un exemple de comment peut être financé un programme de recherche. Je vais peut-être prendre cette chose. Alors, ça non. Ça y est. Je vais essayer de passer rapidement là-dessus, parce que j'avais pour idée de vous présenter en fait la genèse de notre équipe de recherche, donc qui est intégrée, comme Madame Voronov l'a dit avant, au centre d'investigation clinique du CHU de Besançon. Et je voulais vous expliquer justement la genèse de cette équipe et comment elle a été créée entre 2006 et 2008. Donc ça fait, on va dire, à peu près une dizaine d'années maintenant que cette équipe existe. Et finalement, les introductions des propos d'avant l'ont bien montré, c'est vraiment une volonté et une nécessité de la part du milieu médical de questionner ces méthodologies de recherche face à des progrès techniques ou à des progrès scientifiques qui font que le savoir et la recherche et la pratique médicale rencontrent ses propres limites, et en rencontrant ses propres limites, rencontre aussi son impuissance à comprendre les phénomènes auxquels il est confronté. Donc il y a vraiment eu, à travers l'impulsion de Régis Aubry, une vraie volonté de vouloir diversifier les méthodes de recherche et de s'ouvrir aux sciences dites molles, donc c'est-à-dire les sciences humaines et sociales en général, et d'en reconnaître du coup la scientificité. En fait, cette équipe et la naissance de cette équipe est un petit peu le signe ou le symptôme de ce décentrement épistémologique de la part des sciences médicales qui se sont rendues compte qu'effectivement elles avaient besoin des sciences humaines et sociales pour comprendre et donc pouvoir mieux agir ensuite dans la prise en charge des patients et dans la compréhension de leur propre pratique. Par contre, ce qu'il faut bien préciser, c'est que les sciences humaines, elles, n'avaient pas attendu ça pour s'intéresser à la santé. Donc les anthropologues, les sociologues, les psychologues, les philosophes, les historiens ont depuis très très longtemps pris comme objet la question de la santé, la question de la maladie, la question de la mort, etc. Donc on n'est pas en train de redécouvrir l'eau chaude, ou de réinventer l'eau chaude, mais simplement ce qui est quand même très intéressant, c'est de voir que c'est bien là le domaine médical, enfin la sphère de la recherche hospitalière qui d'un coup s'intéresse à intégrer méthodologiquement parlant les sciences humaines au sein de son travail de recherche. Et avec une volonté vraiment authentique d'essayer d'anticiper ces pratiques face à des problèmes, à des progrès justement qui les interrogent sur leurs propres limites. C'est vraiment une volonté assez authentique, en tout cas dans la plupart des collaborations qu'on peut avoir. Ça arrive aussi que les sciences humaines soient entre guillemets instrumentalisées, c'est-à-dire quand des chercheurs du côté médical vont avoir besoin d'une sorte de caution éthique ou d'avoir besoin d'insérer des sciences humaines et sociales, parce que dans les appels à projets maintenant c'est quelque chose qui est mis en avant. Donc ça nous arrive aussi d'avoir des chercheurs qui viennent nous voir généralement en plus dans l'urgence pour dire on a besoin de sciences humaines, on a besoin d'éthique, est-ce qu'on peut... Alors, on essaie de ne pas travailler comme ça. Mais en tout cas, voilà, la plupart des collaborations qu'on a ne sont pas de cet ordre-là, et c'est tant mieux. Mais c'est quelque chose en tout cas auquel on assiste de plus en plus. Alors, rapidement, donc du coup, notre équipe au sein du centre d'investigation clinique du CHU de Besançon, donc c'est un axe et une équipe qui a été créée, en tout cas intégrée au CIC à partir de 2010. Et on voit donc à travers il y a 4 axes, il y a l'axe microsystème et qualification biologique, technologie pour la santé en neuropsychiatrie, et l'axe émergence, et il y a cet axe éthique et progrès médical qui est largement composé de chercheurs
en sciences humaines et sociales. Donc, ce qui est assez intéressant dans le cadre d'un CIC. On est donc une quinzaine de chercheurs. Et dans cette quinzaine de chercheurs, on peut voir qu'on est une dizaine, on est 10 ingénieurs de recherche clinique, avec des disciplines très différentes allant de la philosophie, de la sociologie, de l'anthropologie, de la psychologie, économie de la santé, un collègue en neurosciences. Et oui, on a aussi Ghislain qui est à la fois diététicien et avec aussi des compétences en éthique et en philosophie. Donc une équipe interdisciplinaire avec des spécialistes en sciences humaines et sociales qui travaillent avec des médecins, des chefs de clinique au sein du CIC et au sein du CHU de Besançon. Alors nos principaux axes de recherche, je ne vais peut-être pas pouvoir rentrer dans le détail de toutes les études qu'on a en ce moment. On voit qu'on en a à peu près une vingtaine d'études et de projets en cours à différentes phases, que ce soit une phase de conception ou une phase de valorisation. Mais on en est là aujourd'hui, on a à peu près 4 grands axes. C'est assez mouvant d'ailleurs, chaque année ça bouge un petit peu. Mais voilà aujourd'hui ce qu'on a. On a un axe un petit peu qui est notre axe d'origine et qui est notre axe fort sur les questions de fin de vie et de médecine palliative, avec notamment le programme dont qu'on va vous détailler juste après, donc je ne m'y arrête pas, mais sur les nombres de morts anticipées. Avec aussi par exemple l'étude PARM sur les soins palliatifs et les personnes relevant de soins palliatifs en prison. Alinka qui est par exemple un essai clinique pour le coup, donc un essai randomisé sur la qualité de vie et la survie liée à l'alimentation artificielle des patients atteints de cancer avancé, dans lequel on a en étude ancillaire une étude qualitative. On a un deuxième axe qui concerne toutes les situations complexes liées au vieillissement. On est beaucoup sur les parcours de soins des personnes âgées, essayer de voir comment est-ce qu'on peut déjà comprendre et décrire les parcours de soins des personnes âgées, là où il y a des points de blocage ou des incohérences, et voir si on peut, en décrivant bien ces parcours, peut-être mettre à jour des leviers qui permettraient d'améliorer ces parcours. Je ne vais pas pouvoir tout vous détailler, ce serait trop long. Mais en tout cas, c'est à chaque fois des recherches mixtes, c'est-à-dire qui vont être à la fois qualitatives et quantitatives. Alors quantitative, ça veut dire que ça peut être par exemple des recherches épidémiologiques ou aussi, comme je vous l'ai cité avec Alinka, des essais cliniques. Le troisième enjeu, c'est sur les enjeux éthiques des nouvelles technologies. Donc c'est là qu'on va trouver notamment les études qu'on a sur l'évaluation de la conscience, même si le terme serait à revoir. Mais en tout cas, alors il en manque d'ailleurs, parce que là j'ai pas mis les études passées, mais on a eu des études effectivement sur tout un questionnement sur la mesure, et déjà comment mesurer, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire que de mesurer un niveau de conscience ou un niveau de conscience altéré chez une personne en coma ou chez une personne en état végétatif, chronique, post-relationnel, en tout cas avec un syndrome de conscience altérée. Avec ce questionnement de se dire, voilà, on fait des progrès en termes de technologiques et d'imagerie cérébrale, que ce soit par IRM, EEG ou autre, pour essayer de voir quelles sont les traces résiduelles de conscience. On a, dans une étude qui est pas là, on a essayé de voir aussi quel impact ça pouvait avoir sur les familles, sur les proches en fait de ces patients en état végétatif. Le fait même d'aller re-questionner ce niveau de conscience et d'avoir un processus diagnostique qui soit réenclenché, en tout cas une réévaluation clinique et par imagerie cérébrale, on essaie de voir quelles étaient leurs attentes avant l'examen et ensuite quelles étaient leurs réactions après à l'annonce des résultats. On a deux études ici que Kaline Chassagne va nous présenter plus tard cet après-midi. C'est CAPREFINE, dont on a déjà parlé, sur un peu ce même questionnement aussi des attentes et des réactions des patients et surtout des familles et des équipes soignantes autour des progrès technologiques en génétique. Et enfin, un quatrième axe qu'on appelle vulnérabilité, précarité, autonomie, où on va trouver différentes études, dont l'étude Métis aussi, qui sera présentée tout à l'heure sur la relation soignant-soigné et l'impact d'une formation en éducation thérapeutique sur cette relation. Alors, comment sont financées la recherche et les chercheurs? On voudrait essayer de vous faire sentir là, je pense, comment ça se passe concrètement quand on est chercheur dans une équipe de recherche et qu'il faut qu'on trouve de l'argent. Et qu'il faut qu'on trouve de l'argent non pas seulement pour réaliser les recherches, mais simplement aussi pour nous payer nous. C'est-à-dire pour avoir un contrat, un salaire tout au long de l'année et tout au long des années à venir, on l'espère.
faut comprendre, c'est que, alors, quand on fait un projet de recherche, on écrit notre protocole, évidemment, et puis aussi, on doit constituer notre budget. Ce qui est important à voir, c'est que quand on fait de la recherche qualitative en sciences humaines, enfin, de la recherche qualitative dans le domaine de la santé, et la recherche qualitative en général, la plus grosse part du budget, en fait, de ces recherches sont des coûts de ressources humaines, donc à peu près, on a essayé de compter, mais c'est pas tout à fait exact, mais c'est quasi ça, peut-être voire même plus. C'est à peu près 80% d'un budget de recherche, le coût des chercheurs. Parce qu'en fait, on n'a pas besoin de grand-chose, on a besoin d'un dictaphone, d'un stylo, d'un crayon, peut-être d'un logiciel informatique, d'un ordi, d'un téléphone, et je crois un bureau, une chaise, et un toit sur la tête, une structure, quoi. Bref, mais en tout cas, on n'a pas besoin de matériel qui coûterait très très cher. Donc c'est vraiment le coût chercheur qui coûte le plus. Il y a aussi des frais donc, de fonctionnement, de frais de déplacement, par exemple, de valorisation, c'est-à-dire tout ce qui est publication derrière des résultats de recherche coûte pas mal d'argent, hein, que ce soit pour publier, pour traduire nos articles. Et aussi, puisqu'on s'inscrit dans le cadre du CHU, donc de la recherche clinique, des frais de promotion, donc à peu près 5% qui reviennent donc au CHU pour assurer les assurances, le monitoring, c'est-à-dire quelqu'un qui vient vérifier la qualité de nos données derrière, la vigilance, et puis il y a des forfaits administratifs. Donc, ce qu'il faut aussi voir, du coup, c'est qu'il y a 75% des personnes de notre équipe qui sont vraiment financées sur projet. C'est-à-dire qu'on n'est pas titulaire de notre poste, contrairement à l'université, par exemple, où les chercheurs vont être titulaires de leur poste et vont pas avoir à chercher d'argent pour se financer leur salaire. Nous, on n'est pas titulaire, donc on est en CDD, des CDD de 3 mois, de 6 mois, puis de 12 mois, et ça pendant 6 ans avant d'avoir un CDI. Donc là, dans l'équipe, je sais pas, on est 3 à être en CDI, 2, ça va bientôt, il y a Florence. Voilà, donc ça vient petit à petit, mais voilà. Donc en fait, on est dans une situation quand même précaire, qui nous occupe beaucoup l'esprit. Et quand un chercheur est préoccupé par le fait de se payer, c'est difficile d'être disponible disponible comme il faudrait en tout cas, pour se consacrer entièrement à nos sujets d'études. L'avantage, alors oui, on est ingénieur au sein du CHU, donc en CDD, on a des grilles indiciaires aussi qui peuvent être différentes en fonction des CHU, donc on peut constater des différences de salaire qui du coup se justifient pas, parce qu'il y a responsabilité, travail égal et diplôme égal d'un CHU à l'autre, on va pas être payé de la même manière, et des fois les différences sont très importantes. Il n'y a pas de reconnaissance du doctorat, peut-être tu pourras en dire un peu plus, mais... Sur les grilles indiciaires au sein du CHU ne sont reconnus que les doctorats médicaux et pharmacie. Ce qui fait qu'en fait, on est plusieurs à être docteurs dans nos différentes disciplines, mais on est sur des grilles indiciaires d'ingénieurs, puisque le CHU ne reconnaît pas notre doctorat comme il pourrait reconnaître un doctorat de médecine ou de pharmacie. Donc du coup, vous l'avez compris, voilà, on est des ingénieurs d'études du CHU. Comme tu le précises, du coup, il y a effectivement un certain nombre d'entre nous qui ont un doctorat dans leur discipline, et donc on a aussi tous quasiment des rattachements académiques et universitaires à des laboratoires de sociaux, de philo, etc. On fait de la recherche, mais j'ai oublié de le dire, on assure aussi des cours, par exemple à l'IFSI ou aux élèves IA, dans le cadre des étudiants. Donc en fait, on fait vraiment un travail aussi au niveau de la formation. Il y a quand même des avantages à être ingénieur de recherche au CHU, c'est effectivement que quand même on passe en CDI au bout de 6 ans, ce qui n'est pas le cas partout. Des fois c'est plus tôt, puis des fois c'est pas du tout. Au bout de 5 ans et demi, c'est au revoir, et comme ça évite de passer les gens en CDI. On passe des échelons aussi, ce qui n'est pas le cas partout. Et on a tout un rattachement institutionnel qui facilite quand même grandement, ou pas des fois, mais bon, souvent quand même, la mise en place de nos recherches. La conclusion de tout ça, c'était de vous faire sentir qu'être chercheur, c'est aussi chercher de l'argent, et notamment, dans notre cas, pour payer nos salaires. Par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, depuis 2006-2008, on va dire, on a déposé 55 appels à projets, donc pour pouvoir financer nos recherches, et on en a obtenu 28. Donc du coup, c'est pile la moitié, ce qui est plutôt bien. Ce qui fait à peu près plus de 2 millions d'euros. Je
Je vais passer du coup la parole à Aurélie pour présenter plus en détail justement ces appels à projets, quel type d'appel à projet à quel type d'appel à projet on répond. Et puis voilà. Oui, c'est donc la question, c'est qui pour financer nos études. Je précise qu'on fait un peu les fiers cette année puisqu'on est financé, comme disait Armand, on a obtenu un gros financement l'année dernière, mais je vous aurais fait la même communication il y a juste un an. Il y a juste un an, sur les 10 personnes qui sont actuellement dans l'équipe de recherche, on pouvait en financer que 2. Au mois de septembre, on avait assurance de pouvoir en financer que 2 arrivés le mois de janvier. Donc on était un peu moins sûrs de nous. Là actuellement, on sait qu'on peut travailler pendant 2 ans et demi. C'est pas non plus la panacée, mais on a un peu l'esprit libre pendant 2 ans et demi. Donc qui nous finance? Donc avant de rentrer dans le détail, je vais déjà vous dire qui ne nous finance pas. On n'est pas financé par les laboratoires pharmaceutiques, c'est un choix. On a fait au tout début de l'équipe, on avait fait une demande à un laboratoire par rapport à l'étude sur l'alimentation. On n'avait pas obtenu les financements, mais depuis on a fait le choix de ne pas faire de demande au laboratoire pharmaceutique pour avoir une indépendance. Et puis Régis Aubry est lié dans le cadre du CCNE à n'avoir aucun contact avec les laboratoires pharmaceutiques. Donc c'est un choix aussi qui peut nous mettre en difficulté par moment, parce qu'on sait que c'est eux qui détiennent l'argent et qui financent pas mal. Et on n'est pas financé non plus par les associations qui pourraient avoir un droit, ou en tout cas nous demander un droit de regard sur nos recherches. Donc c'est un des critères quand on répond à un appel à projet ou quand on propose notre étude à des financeurs, c'est de rester des chercheurs libres, de présenter les résultats qu'on aura obtenus de nos recherches et pas de présenter les résultats que le financeur aurait envie d'avoir. Donc c'est 2 critères qui sont importants et qui, comme je dis, peuvent parfois nous mettre en difficulté. Mais on préfère avoir de temps en temps des frayeurs que de ne pas être indépendant dans notre recherche. Donc maintenant, qui nous finance? Donc on a à la fois des financeurs publics. Alors on vous a listé un peu tous les financeurs depuis donc la dizaine d'années. On a à la fois des financeurs publics et des fondations et des associations. Alors dans les financeurs publics, il y a les appels à projets de la DGOS que certains d'entre vous connaissent peut-être, les PHRC, PHRC Cancer, PHRIP, PREPS. On n'a pas tout obtenu, on en a déposé beaucoup, donc c'est un appel à projet qui se reproduit tous les ans avec d'abord une lettre d'intention, puis si la lettre d'intention est retenue, un dossier à proposer. Donc on a été financé sur nos études en PHRC Cancer et en PREPS. À chaque fois par rapport aux appels à projets de la DGOS, on est sur des études mixtes, c'est-à-dire que nous on intervient sur une partie qualitative, sur un questionnement éthique, mais sur souvent des projets plus gros avec une partie recherche clinique, j'ai envie de dire, pure. Voilà. On avait aussi déposé à l'INCa, donc l'Institut National contre le Cancer, on avait déposé à l'ANR, on n'a pas obtenu. On a obtenu des financements d'INSERM, on a obtenu des financements, on appelle à projet interne CHU, c'est les financements que vous présentez Madame Voronoff ce matin. Donc on a obtenu notamment sur le programme que je vous présenterai après sur les demandes d'euthanasie, grâce au soutien en particulier de Madame Voronoff qui a bien appuyé ces demandes. On a obtenu des financements du département du Doubs, de l'ARS de Bourgogne-Franche-Comté. Des réserves parlementaires, parce qu'on est allé, avant qu'elles disparaissent, puisqu'elles ont disparu maintenant, mais on est allé frapper aux portes des députés à l'époque où on était vraiment en difficulté. Même principe, avec aucun droit de regard sur les données qu'on produit. On a obtenu aussi un financement des défenseurs des droits. Et donc à chaque fois, tous ces financements, alors il peut y avoir des gros financements et il peut y avoir des financements dont on sait qu'ils ne financeront qu'une partie de l'étude. Mais il faut qu'on commence à financer une partie de l'étude pour pouvoir la commencer, pour pouvoir ensuite la continuer. Donc on est souvent en précarité sur des études qu'on a commencées et qu'on n'a pas pour l'instant le budget pour les finaliser. Et ensuite on a des fondations. Alors la Fondation de France nous a beaucoup soutenu au début. L'étude PARM sur les personnes en fin de vie en prison a été entièrement financée par la Fondation de France sur 2 appels à projets de la Fondation de France.
La Fondation Maladies Rares, c'est pour CECAP, voilà, qui est soutenu CECAP. Et puis donc la Fondation Bettencourt-Schuller qui est arrivée l'année dernière sur les recherches sur les demandes d'euthanasie. La Ligue contre le cancer nous avait financé il y a quelques années. Alors c'est pareil, c'était un petit financement, mais ça avait permis de finaliser une étude. Et le Fonds pour les soins palliatifs qui finance aussi une partie de l'étude sur les demandes d'euthanasie. Et après, vous voyez, on a fait aussi des demandes qui sont en noir, donc c'est des demandes qu'on n'a pas obtenues. La Fondation pour l'avenir, le don du souffle. On a été allé demander aux pompes funèbres qui ont une fondation, la Fondation des pompes funèbres, qui nous ont pas répondu. Et voilà, donc on essaie de cibler en fait les appels à projets qui correspondent à nos thématiques et à nos méthodologies, et on essaie de cibler et les appels à projets des fondations et les fondations qui des fois ne fonctionnent pas par appel à projets, qui pourraient être intéressées par nos projets. Il faut imaginer que sur les appels à projets qu'on a obtenus, alors soit effectivement c'était dans des enquêtes mixtes, soit c'est des appels à projets pour lesquels finalement on a possibilité de défendre le projet à l'oral. C'est très compliqué d'être financé uniquement sur un projet qui est présenté par dossier écrit, où un des critères va être nombre de patients inclus, prix de la recherche par patient. On est sur des coûts largement supérieurs à la recherche clinique classique, c'est-à-dire que quand nous on dit qu'il faut 150 000 € pour inclure 15 patients, le ratio prix par patient il explose les standards des PHRC par exemple. Donc il faut que, la plupart du temps on a réalisé que quand on arrivait à être financé, c'est qu'on avait réussi à aller défendre notre projet. Et Régis Aubry sait très bien le faire, et aller mettre en avant le fait que ça avait un intérêt et scientifique et pour le terrain. Ça c'est important. On ne fait pas de la recherche juste pour avoir des jolies publications, même si c'est aussi important dans le cadre des financements, mais on fait de la recherche pour que l'utilité que nos résultats auront aux professionnels de santé qui à la base nous avaient contactés pour une thématique qui les questionnait. Donc, je vais vous présenter en fait un programme de recherche. Donc, c'est le programme sur lequel beaucoup de chercheurs de l'équipe travaillent actuellement, qui est un programme qui s'appelle Programme de recherche sur le désir de mort et les demandes de mort anticipées. Donc, actuellement, dans ce programme de recherche, on a 4 études, dont le CHU est prometteur, une étude partenaire qui est menée par Aurélie Chopard de l'Université de Besançon et la création d'un réseau européen. Donc juste pour préciser, parce que je ne vais pas rentrer dans le détail du projet en lui-même, mais pour préciser une incompréhension, on est bien sur les désirs et les demandes. C'est quelque chose qui nous a souvent été renvoyé quand on a fait des demandes de financement. Oui, mais l'euthanasie c'est interdit, donc vous allez travailler sur un truc qui est interdit. Et puis moi j'ai pas très envie que ma fondation ait son nom associé à l'euthanasie. Et puis comment vous allez faire alors que c'est interdit? Alors oui, l'euthanasie c'est interdit, mais le fait qu'il y ait des patients qui aient ou des désirs de mort ou qui posent des demandes d'euthanasie ou de suicide assisté à leur médecin ou à leur infirmier, ben ça c'est pas interdit. Et c'est ça qu'on a essayé d'aller analyser, c'est-à-dire vraiment de se poser la question, de comprendre ce qui se passait dans la vie de ce patient pour qu'à un moment il pose cette demande. Donc, dans ce programme, on a 2 études qui actuellement sont bien entamées, donc EPIDESA 2 et DESA. C'est les 2 études qui ont été le plus compliquées à financer, hein, c'est celles qui ont ouvert la voie, donc forcément elles ont été très compliquées à financer. C'est des études, donc EPIDESA 2 c'est une étude épidémiologique, donc épidémiologique qui cherche à recenser l'ensemble des demandes d'euthanasie ou de suicide assisté qui sont posées en Bourgogne-Franche-Comté à des professionnels de santé. Au passage, je rappelle que l'étude est toujours en cours, donc la collecte est toujours en cours. Donc si dans votre pratique vous avez des patients qui posent ce type de demande, n'hésitez pas à nous appeler. L'idée ça va être de caractériser ces demandes et de voir comment elles évoluent au cours des 7 jours qui suivent la demande. Donc ça c'est un financement à Pichu, donc ça fait partie des appels à projets internes des CHU.
et un cofinancement avec la Fondation Bettencourt-Schuller qui finalement a permis de clôturer le budget de la Pichu, parce que la Pichu c'est un budget limité. Et puis il y a l'étude d'ESA donc, qui elle est en cours d'analyse, on espère vous présenter bientôt les résultats. C'est une étude qualitative qui a été menée en unité de soins palliatifs avec des entretiens auprès des patients, des soignants et des proches autour des patients qui avaient fait une demande d'euthanasie ou de suicide assisté. Et là, c'est une étude qui était faite en lien avec la maison médicale Jeanne Garnier. Et c'est une étude qui a mis bout à bout beaucoup de cofinanceurs en fait, puisqu'on avait commencé l'étude sans savoir comment on la finirait. Donc on l'a financée à la fois par la Fondation de France, je crois que le premier financeur ça a été la Fondation de France, le défenseur de droit, que Régis est allé voir et qui nous a financé 30 000 € sur cette étude. Après, il faut voir qu'il y a des instituts qui n'ont pas beaucoup de financement pour faire de la recherche. Donc on va réussir à avoir 30 40 000 €. Ça ne finance pas grand-chose, mais ça nous permet de continuer. Là, on avait une réserve parlementaire qu'on va utiliser notamment pour le publier sur cette étude. Parce que comme disait Elodie, les publications, ça coûte très cher. Il faut imaginer qu'une publication dans une revue internationale, c'est 1 500 € la publication. 3 000 € si on veut qu'elle soit accessible au public sur Internet. Et puis après, il faut la traduire parce qu'on ne rédige pas tous en anglais de manière fluide. Donc c'est vraiment un vrai budget à prendre en compte quand on présente nos appels à projets. Et puis, on a fini de boucler le budget avec la Fondation Bettencourt-Schuller. Et donc ensuite, grâce à cet appel à cette demande qu'on a fait à la Fondation Bettencourt-Schuller, ce n'est pas un système d'appel à projet, vous prenez contact avec eux et vous leur présentez votre projet. On a pu financer 2 projets qui vont commencer là en fin d'année sur les demandes d'euthanasie en EHPAD, donc qui vient d'avoir l'autorisation du comité d'éthique du CHU, donc qui devrait bientôt commencer. Et qui reprendra un peu complètement la même méthodologie que DESA. Donc on rencontrera la personne qui a posé la demande, le proche et le soignant à qui il s'est adressé, mais cette fois-ci en EHPAD, donc pas forcément sur des patients malades et en fin de vie, mais en tout cas sur des personnes qui vivent en EHPAD. C'est un travail qui se fait en lien avec la thèse d'Aurélie qu'elle présentera cet après-midi, qu'on avait appelé à l'époque ADH, je ne sais pas si ça s'appelle toujours pareil, mais nous dans nos dossiers c'est toujours ce nom-là. Et puis un deuxième projet qui à la base était financé avec des âges, c'est pour ça qu'il y a le même financement, mais en fait c'est un financement qui est couplé en deux, les 73 000 €, c'est pour à la fois des âges et Opta. Donc Opta c'est un projet qui va se mener en gériatrie et qui va analyser alors on n'aime pas trop le refus, opposition non plus, enfin en tout cas ce que les soignants perçoivent comme un refus ou une opposition aux soins. C'est-à-dire ce patient qui est hospitalisé en gériatrie, qui dit laissez-moi tranquille, je veux pas de votre perf, je veux pas faire mes examens, je veux pas que le médecin il vienne me voir, ok pour le kiné ou pour l'infirmier, mais pas pour le médecin. Enfin voilà, donc on va essayer d'analyser ce que dit le patient, ce que vivent les soignants, ce que vivent les proches. Quand il y a de telles oppositions, enfin en tout cas ce que nous on perçoit comme une opposition, de poser. Et donc ça c'est pareil, ça devrait commencer là, courant octobre-novembre. Et enfin, dans ce programme de recherche, financé aussi par la Fondation Bettencourt-Schuller, on développe actuellement un réseau européen. Donc pour l'instant, c'est pas une étude européenne, c'est le réseau qui est en train de se mettre en place. C'est pas toujours facile de mettre en place un réseau européen, de réunir les chercheurs, de faire des réunions avec eux, ça nécessite des frais de déplacement, etc. Donc tout ça, c'est aussi à prendre en compte quand on finance des recherches. C'est-à-dire qu'avant même de pouvoir financer la recherche européenne elle-même, il faut déjà financer le fait que les chercheurs puissent se rencontrer pour travailler ensemble. Donc vous voyez qu'on a commencé en mettant des bout à bout tous les appels à projets qu'on pouvait trouver. On a aussi été refusé sur certains appels à projets, sur ces études. On a été refusé en ANR par exemple. Je ne sais plus si on avait déposé un PREPS, non je crois pas. On a été refusé par certaines fondations qui nous ont dit non, on n'associe pas le nom de notre fondation à l'euthanasie.
On a été refusé plusieurs fois. Et pour au final réussir à trouver cette fondation qui a accepté de nous accompagner dans ce projet. Et si on ne l'avait pas trouvé, on aurait continué à chercher, donc avec nos 2 ETP encore valides. Mais en fait, l'idée, c'est de vous montrer que... alors effectivement, c'est pas facile, c'est de vous montrer aussi qu'on peut y arriver. Pour ce programme de recherche, entre 2013 et 2016, on a déposé 19 appels à projets. Alors, déposer un appel à projet, c'est du travail, hein, c'est du temps de chercheur, c'est du temps passé à rédiger des lettres d'intention, à rédiger des projets, à rentrer dans les cases de l'appel à projet en question, parce que vous avez votre protocole qui est bien rédigé, mais vous ne pouvez pas faire des copier-coller du protocole à l'appel à projet, ce serait si simple, puisque les questions sont posées différemment dans l'appel à projet. Donc il faut pouvoir argumenter, montrer que vous rentrez dans les clous, que ce que vous proposez est intéressant pour la personne, pour l'organisme qui veut financer une recherche. Donc c'est du temps, c'est du travail. Et sur ces 19 appels à projets, il y en a 7 qui ont été acceptés. Alors c'est vrai que c'est un vrai questionnement, hein, les difficultés à financer les recherches en éthique, en particulier quand on est sur des questions sociales un peu taboues. Et sur des recherches qualitatives. C'est-à-dire que si, je pense qu'il y a certains appels à projets, si on était arrivé en disant on va lancer 500 questionnaires, on va les envoyer aux médecins, on va leur demander ce qu'ils en pensent, ça aurait fait un peu moins peur que quand on dit on va interroger 15 situations de patients. Donc en fait, il faut vraiment pouvoir mettre en avant le fait que notre méthodologie est en adéquation avec ce qu'on cherche et ce qu'on souhaite analyser. On a encore des organismes de recherche qui ne sont pas habitués à la méthodologie qualitative. Il faut savoir mettre en avant que les recherches en éthique, et notamment en éthique de la santé, vont permettre d'apporter des résultats qui vont permettre des avancées pour le patient et pour le professionnel. Encore une fois, on n'est pas là uniquement pour s'amuser entre nous à réfléchir sur les questions éthiques. Ce que demandent les personnes qui veulent financer des recherches, c'est que ça ait un impact. Alors pas tout de suite maintenant, mais qu'un jour au moins ça ait un impact sur la santé des personnes et sur les professionnels de santé. On essaie actuellement de leur faire comprendre que ce serait bien que l'impact ne soit pas uniquement sur les patients, mais que ce soit aussi sur les professionnels de santé. On aimerait bien travailler sur la qualité de vie des professionnels de santé parce que tout ça c'est un cercle vicieux ou vertueux. Et c'est un peu compliqué sur certains appels à projets de faire comprendre que le médecin ou l'infirmier peut être, nous, ce qu'on va considérer comme le patient dans l'appel à projet. C'est un peu comme si un médecin n'était jamais ni malade, ni mal dans sa tête, ni en difficulté. Donc on avance petit à petit. C'est pas facile, mais c'est faisable. Je pense que c'est vraiment le terme. Ensuite, à partir de tout ça, nous, les publications qui sont faites permettent au CHU d'avoir ce qu'on appelle les points SIGAP, c'est les points SIGREP. SIGAP, c'est SIGREP, donc SIGAP, c'est pour les publications, et SIGREP, c'est pour les inclusions dans les études. Donc en fonction du nombre d'inclus dans des études, le ministère de la Recherche donne une enveloppe en fait au CHU en fonction du type de publication qui est faite et de la classification des publications. Il y a aussi une enveloppe au CHU, donc ça permet d'alimenter ce financement de la recherche en interne dont parlait Madame Vronoff tout à l'heure. Donc en fait tout ça c'est lié, c'est-à-dire que mieux on publiera et plus on inclura, plus il y aura des financements en interne. Mais en même temps, on ne peut pas se contenter des financements en interne, on est bien obligé d'aller chercher ailleurs. Juste par rapport à notre équipe, on a la chance donc, de faire partie d'un centre d'investigation clinique, ce qui fait qu'on a un mi-temps qui est financé sur mairie. Donc c'est sur les 10 ingénieurs d'études, il y a un mi-temps financé sur mairie. L'idée étant que le temps qui est dégagé pour faire des appels à projets, ce soit quand même pris en charge par le financement, la dotation globale des centres d'investigation clinique. Et donc voilà, je pense que j'ai fait le tour sur ce qu'on avait à dire sur la question. On attend vos questions, qui sont peut-être nombreuses sur comment financer une recherche. Ou pas.
D'accord. Donc Armand nous dit qu'on a 5 à 10 minutes pour les questions. 5. Le succès, c'est quand même très élevé. Est-ce que c'est parce que c'est comme ça en France? Parce que chez nous au Canada, c'est 15% des projets qui sont financés. Ou c'est parce que vous êtes très bon? On a pas envie de dire que c'est parce qu'on est très bon. Non, je pense que c'est parce qu'aussi, entre le début et les premiers appels à projets qu'on a pu déposer, et maintenant, on essaie de cibler un maximum les appels à projets où on va pouvoir défendre notre projet. On sait que ça va être compliqué dans l'état actuel de l'équipe qui est quand même, on a 10 ans, mais on n'a que 10 ans d'expérience avec des études qui commencent tout juste à être publiées, donc il faut le temps d'avoir cette reconnaissance. Actuellement, ça va être compliqué d'obtenir une ANR. Ce sera beaucoup plus facile d'aller défendre notre position auprès d'une fondation. Donc je pense qu'on arrive petit à petit à cibler un peu plus. Je sais pas si... On est juste super bon. Non, mais je pense qu'Aurélie, c'est ça, t'as raison. Ouais. Voilà. Je pense qu'on a de plus en plus de chance auprès des financeurs ou auprès desquels on a la chance de pouvoir, enfin de l'occasion de pouvoir présenter nos recherches. Après, en passant, certes, il y a un taux de succès, je ne sais pas si on parle de succès, mais en tout cas d'obtention d'appel à projet, mais en passant un jour, on pourra faire une étude sur la qualité de vie des chercheurs aussi, parce que on peut s'épuiser aussi à ça. Et ce que je vois aussi, c'est que vous perdez pas de temps précieux auprès d'organismes qui vous subventionnent pas. On soumet une fois, on soumet 2 fois, ça marche pas. On voit de toute façon hein, les choses qui bougent, les axes qui sont financés, les thématiques qui sont financées, et si on voit si on rentre plus dedans. Au début, on était quand même pas mal là-dedans à vouloir quand même aussi forcer, enfin pas forcer, mais essayer à tout prix, et on essaie vraiment d'aller essayer de chercher ailleurs.